Bonsoir. Comment s'est comportée l'économie avec toutes ces ramifications à travers l'ensemble de la planète, à travers le monde, pendant et au crépuscule de l'année 2022? Quelle perspective et quelle configuration au démarrage et voire même au-delà de l'année 2023? Autant de questions qui vont devoir passer au scanner au cours de cette émission bilan. Et pour en débattre et pour en parler sur ce plateau, deux invités. À ma droite, monsieur Willy Ontia, vous êtes financier, économiste, vous êtes économiste et financier de carrière et de formation pour avoir exercé dans des établissements où on parle argent et banque. Monsieur Ontia, bonsoir. Alors, votre expérience nous sera utile pour décoder, pour décortiquer un peu le bilan, les courbes, les tableaux possibles que l'on peut envisager après avoir examiné ce qui s'est passé en 2022 et pour voir ce qui va se passer peut-être avec pas trop de certitude en 2023. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Jean-Gaspard Ntoutoum Ayi, vous êtes aussi financier, mais vous êtes également homme politique pour le fait que vous êtes vice-président de l'Union nationale, mais vous êtes également inspecteur des finances. Votre expérience aussi nous sera très utile au cours de cette émission débat pour interpréter un peu les événements qui sont passés à travers le monde sur le plan économique et comment ça a impacté le Gabon, notre pays, durant cette année et voir est-ce qu'on peut dire que l'année 2023 sera une année reluisante pour notre pays et peut-être regarder avec beaucoup plus de sourire cette année qui va démarrer dans bientôt. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelques questions préliminaires avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Willy Ontia, vous avez été à l'écoute du monde en 2022 et économiquement, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Comment vous avez regardé ces événements à travers le monde? Écoutez, le monde a subi plusieurs chocs exogènes qui on va le dire, font basculer l'économie mondiale. Il y a eu le choc de la pandémie de la Covid-19 qui a eu un certain nombre d'effets connexes sur l'économie mondiale, sur l'économie africaine et sur l'économie gabonaise en particulier. Ça, c'est en 2021. En 2022, fin 2021-2022, il y a eu le second choc exogène très puissant qui est le conflit ukraino-russe qui a également impacté très puissamment le marché des matières premières avec des effets collatéraux sur l'économie mondiale, l'économie africaine et en particulier l'économie gabonaise. Bien, on va y revenir peut-être voir un peu comment vraiment, comme on a dit, ça a impacté, vous avez déjà anticipé un peu pour voir comment ça a impacté l'économie gabonaise. On a été également secoué, même si ce n'est pas le Gabon qui était en guerre, mais on a eu le Covid ici. Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoum Ayi, est-ce que vous pensez que ces chocs, est-ce que c'était supplémentaire? Est-ce que c'était des chocs supplémentaires qui, effectivement, ont secoué les économies, ou bien est-ce que ces économies étaient déjà fragiles avant les chocs? Merci pour l'invitation à nouveau. Non mais, l'économie, toutes les économies vont toujours avoir des chocs exogènes. Ce qu'on ignore à l'avance, c'est quelle sera la nature et la portée de ces chocs. Mais un choc exogène pour une économie, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir gérer. Maintenant, je vous le disais tout à l'heure lorsque nous étions au maquillage, oui, l'économie n'est pas une science exacte. L'économie est une science de décision. C'est-à-dire qu'au fond, les acteurs économiques, que ce soit l'acteur économique individuel, un ménage, ou que ce soit un État, doit pouvoir prendre des décisions lorsqu'il se retrouve en face d'une situation nouvelle. Et au fond, ce qui va faire la fragilité d'une économie par rapport à une autre, c'est sa capacité, en fait, à prendre les bonnes décisions au moment où se produisent ces chocs qui peuvent être exogènes, mais parfois même endogènes. Mais c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et je pense que ce qui a caractérisé les différentes économies lors des deux crises récentes que citait Willy tout à l'heure, c'est-à-dire la crise du Covid en 2020-2021 comme la crise ukrainienne, sont les décisions que les économies, donc les États ou les regroupements d'États ont eu à prendre pour faire face en fait, à ces situations-là. Et vous voyez, par exemple, si on prend la crise du Covid, ça a été la même crise pour tout le monde, mais ça n'a pas été vécu de la même manière pour tout le monde et les gens ne se sont pas
sortir de cette situation. Et ça continue en Chine d'ailleurs. Et oui, la crise continue en Chine. La Chine a dû revisiter sa stratégie de lutte contre la pandémie aujourd'hui en se disant que le zéro Covid, peut-être que ça ne marche pas. Dans beaucoup de pays, en fait, sans le dire, la stratégie a été revisitée. J'ai envie de dire, aujourd'hui, vous avez à nouveau une crise de Covid en France, mais au fond, ils en sont arrivés à la conclusion qu'au vu de ce qu'on a vécu, peut-être falloir assimiler le Covid à la grippe ou à d'autres pathologies récurrentes qui vont venir et faire en sorte que l'économie puisse continuer à fonctionner avec ces crises-là. Ça peut être aussi le cas du Gabon aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'on soit à 0 cas de Covid, mais on a admis le fait que le pays peut quand même vivre en intégrant le fait qu'il y aura peut-être de temps en temps 10, 15, 20 cas de Covid, comme on peut avoir 50, 60 cas de grippe. Voilà. En fait, je posais la question, M. Willy, c'est parce que tout simplement, je voulais avoir une idée pour qu'on n'accuse pas fondamentalement ces facteurs exogènes qui viendraient endommager, par exemple, les économies nationales. Au départ, on peut quand même penser que ces économies étaient déjà assez fragiles et ne pas faire porter tout le poids de la crise à ces facteurs-là. Effectivement, chaque économie a ses spécificités. C'est clair, net et précis. Mais cela étant dit, il est évident, on le voit très bien, si on parlera de l'inflation tout à l'heure. On verra bien que sur la problématique de l'inflation, 70% de la hausse des prix aujourd'hui est liée à la crise de la Covid et à la pandémie. 30% simplement, c'est un certain nombre d'études, dont celle du FMI qui le démontre, 30% sont sur des facteurs classiques. Donc l'essentiel de la situation mondiale aujourd'hui s'explique par l'impact puissant de ces deux crises. Et je rappellerai simplement quelque chose de puissant et d'important, c'est l'état de la mondialisation des échanges et de la globalisation financière. 2 minutes sur cet aspect de la question. Peut-être expliquer, par exemple, nous sommes au Gabon, il y a eu l'onde de choc, mais quelles sont les interconnexions, par exemple, comment une crise qui se produit ou qui prend naissance, par exemple, au niveau de la guerre entre Ukraine et la Russie, comment cette crise va impacter une économie comme l'économie gabonaise? Comment ça se passe concrètement? Le monde économique est interconnecté. Oui. Ça veut dire qu'aucun pays aujourd'hui ne vit de manière en autarcie. Aucun pays ne produit 100% de ses besoins de consommation. Donc chaque pays au monde a besoin d'une production qui vient d'un autre pays. Il y a eu donc une montée en puissance des échanges internationaux. Yeah. Donc ces échanges internationaux et cette interconnexion entre les pays expliquent l'effet de contagion qu'on appelle en économie l'effet domino qui se produit lorsqu'on a un choc aussi puissant que celui qu'on a pu ressentir avec la crise de la Covid et la crise ukrainienne. Mais comme le disait Jean Gaspard tout à l'heure, effectivement, c'est pas les seuls facteurs, mais ces facteurs-là ont impacté puissamment. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez une situation, par exemple la crise de la Covid, a fait en sorte que beaucoup de personnes ont choisi en Europe et en Asie et ailleurs le télétravail. Il y a des unités de production qui se sont arrêtées. Et comme on dit, l'économie, c'est la confrontation entre l'offre et la demande. Donc subitement, la demande mondiale, la production mondiale a baissé, alors que la demande mondiale est restée au même niveau. Mécaniquement, le décalage, le déséquilibre entre l'offre et la demande a fait flamber les prix. C'est un exemple. Et de l'autre côté, les marchandises qui circulaient librement d'un pays à un autre ont été freinées du fait qu'un certain nombre de ports étaient quasiment fermés à cause de cette crise de la Covid-19. Donc, ces facteurs-là ont fait en sorte que très rapidement, entre l'importateur et l'exportateur, il y a eu les effets qu'on connaît aujourd'hui. Et quand on sait que le Gabon, par exemple, importe 84% de ce qu'on consomme ici, rapidement, dès que les marchés internationaux sont, on va dire, bloqués, il y a un impact sur l'économie gabonaise, sur les prix, sur la consommation, sur la demande, et il y a des phénomènes de pénurie. Bien. Une question peut-être naïve, Monsieur Ntoumaï. Est-ce qu'un pays peut se barricader? Comment on peut se protéger, par exemple, de ces effets qui énoncés il y a un instant par Monsieur Willy Ontia? C'est pas évident, déjà. Je pense qu'il serait difficile aujourd'hui, même s'il le voulait, pour un pays de se barricader. Il semblerait que la Corée du Nord se barricade, mais enfin, elle est quand même toujours ouverte sur la Russie.
C'est l'un des rares exemples qui existent, et sur la Chine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand on parle d'échanges internationaux, c'est sur des choses simples. On ne produit pas de lait au Gabon. Vous ne pouvez pas envisager aujourd'hui les ménages gabonais se passer de consommation de lait. Pour les enfants, pour les familles, il faut du lait. Ce lait, on l'achète à l'étranger. Et quand ce lait arrive à l'aéroport ou au port de Libreville et d'Ovendo, il arrive au prix de l'étranger. C'est-à-dire que ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas l'économie gabonaise qui va fixer le prix du lait. Et le Gabon va devoir acheter le lait au prix auquel il va arriver au port ou à l'aéroport. Bien. C'est ça l'ouverture de l'économie. Et aucun pays au monde ne peut dire que tous mes besoins de consommation, je peux moi-même y pourvoir, et que toute ma production, parce que quand on se ferme au monde, ça veut dire que le Gabon doit être capable, par exemple, de consommer toute sa production pétrolière. Mais toutefois, on peut quand même prendre des mesures en interne pour amortir le choc. Mais, comme je vous le disais, ce qui prime sur l'économie, c'est la décision. C'est-à-dire, lorsqu'on a un choc, écoutez, prenons la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, on a un choc qui va jouer sur deux éléments fondamentaux au Gabon, par exemple. Les prix du baril de pétrole vont flamber, donc c'est une opportunité pour l'économie gabonaise. Le prix du blé, donc de la farine, va flamber. C'est une contrainte, un choc négatif pour l'économie gabonaise. Il faut prendre des décisions qui s'imposent face à cela. Au fond, la question qu'on peut se poser, c'est face à la flambée des prix du pétrole, qui ont donc apporté à l'économie nationale une ressource supplémentaire, qu'en avons-nous fait? Et face à la flambée du prix du blé, qui a induit une flambée du prix de la farine, quelle réponse avons-nous donné? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça a donné lieu au fait que le prix de la baguette de pain ne tenait plus. L'État a dû prendre des mesures pour contenir au même niveau de prix la baguette de pain. Pourquoi pas? Sur le pétrole, il semblerait qu'il y ait eu une légère surproduction, en fait, une légère augmentation de la production, parce que les producteurs, les entreprises producteurs de pétrole se sont dit, comme le pétrole est à meilleur marché, on va plus investir pour augmenter la production. Donc, ils se sont saisis de l'opportunité. Mais après, sur le reste de l'économie, comment est-ce qu'on a géré tout cela? On en débattra. On va revenir plus en détail pour voir un peu comment le Gabon a dû amortir ce choc et quel a été véritablement l'impact sur tous les pans, par exemple, de l'économie gabonaise par rapport à ces chocs, le Covid et puis la guerre en Ukraine. Peut-être je voulais poser, peut-être pas la même question, mais demander à M. Wilontia, est-ce que vous avez à compléter sur cette capacité d'un pays à juguler, à amortir des chocs de cette nature qui proviendraient peut-être, comme on dit, disons, des autres États assez lointains? Le mot-clé, c'est la résilience en période de crise. Et gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, ça veut dire c'est anticiper. Vous avez des anticipations mimétiques, vous avez des anticipations régressives. Qu'a fait le gouvernement face à cette crise? Quelles sont les anticipations? Quelles sont les décisions qui ont été prises pour essayer, on va dire, d'amortir les deux chocs externes dont on venait de parler? C'est la problématique. Aujourd'hui, les Gabonais souffrent d'une inflation galopante, avec des salaires qui ont stagné, donc un pouvoir d'achat qui a baissé. Donc, à vrai dire, les Gabonais tirent le diable par la queue actuellement, par, vraisemblablement, un manque de décision politique prise, comme le disait Jean Gaspard tout à l'heure. Bien, on va revenir dans le détail parce qu'il y a eu quand même quelques décisions, par exemple pour le Covid, il y a eu quelques décisions également pour la farine quand le pain venait à manquer à Libreville. Mais on va marquer une petite pause. Et là, je vous invite à suivre ce petit document que la rédaction a dû concocter. Carmen Yégué a rassemblé un certain nombre de chiffres, d'événements qui ont dû marquer l'année, économiquement parlant, notamment au niveau du continent, avec, comme je le disais en introduction, des ramifications au niveau du Gabon. C'est un magazine qui fait à peu près entre 3 et 4 minutes. Le reportage donc de Carmen Yégué. Relancé sur les chapeaux de roue en 2021,
La croissance du continent africain accuse le coup des effets persistants de la pandémie de Covid-19. d'1,6% en 2020, le taux de croissance du continent a atteint 6,9% en 2021, grâce aux multiples plans de relance menés par les gouvernements, à l'instar du plan d'accélération de la transformation au Gabon, aidé par le Fonds monétaire international. Le pays a gagné 1,5 point de pourcentage de taux de croissance entre 2020 et 2021. Cette année, la croissance du pays est estimée davantage à la hausse, à 2,7%. Mais dans l'ensemble du continent, le taux de croissance pourrait ralentir à 4,1% et rester gelé à ce niveau en 2023, du fait du conflit européen impliquant la Russie et l'Ukraine. La guerre en Ukraine a un double effet sur l'Afrique. Un positif, la production russe à l'arrêt, le manque de pétrole sur le marché a entraîné une hausse du prix du Brent, qui a atteint 122 $ en juin, une aubaine pour plus de 30% des économies africaines. 18 pays exportateurs de pétrole ont vu leurs revenus annuels exploser. Dans ce contexte favorable, en augmentant sa production de 7%, le Gabon aurait gagné 121,8 milliards de francs CFA de plus qu'en 2021, selon le ministère de l'économie. Mais la guerre a aussi eu un effet négatif sur les économies. L'Ukraine et la Russie constituent deux gros producteurs de blé pour l'Afrique. La guerre a créé sur le continent une pénurie, entraînant une forte augmentation du prix des importations de céréales. Conséquence, une forte tendance inflationniste. Le taux d'inflation sur le continent aurait augmenté de 4 à 5 points de pourcentage entre 2020 et 2022, selon le Fonds monétaire international, s'établissant au Gabon à 3,5%, au-dessus du seuil prescrit par la zone économique et monétaire d'Afrique centrale à 3%. En dépit de la mise en place de certaines mesures comme la mercuriale adoptée fin septembre ou les subventions de l'État sur les produits de première nécessité, le prix des denrées alimentaires par exemple a tout de même augmenté de 2,3% par rapport à 2021, selon la Banque mondiale. Craignant une crise alimentaire sur le continent, la Banque africaine de développement a lancé un fonds de facilité africaine de production alimentaire d'urgence d'1,5 milliard de $, approuvé par le conseil d'administration. Le groupe estime que quelques 30 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté en 2021, année post-Covid, qui a enregistré la perte de 22 millions d'emplois. En 2022, la tendance s'est poursuivie, et le chiffre pourrait encore augmenter de 2,1 millions en 2023. Les économies africaines sont connues pour se spécialiser dans des domaines d'exportation précis, comme le cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, le coton au Bénin qui constitue 15 à 20% de leur PIB national, ou encore la rente d'hydrocarbures au Gabon qui représente 30% du PIB. Pour éviter de paralyser une nation entière comme ça a pu être le cas lors de la crise du cacao le mois dernier, opposant les multinationales qui n'ont pas respecté leur engagement d'achat aux cacaoculteurs ivoiriens et ghanéens, les pays doivent non seulement diversifier leur économie, mais aussi développer des activités moins dépendantes des cours des matières premières et ou des conditions météo. C'est d'ailleurs ce que cherche à faire le Gabon en devenant le deuxième pays exportateur de contreplaqué au monde. La part du secteur ne fait que croître dans le PIB. Elle est passée de 2,9% en 2016 à 3,4% en 2018, avant d'atteindre 5% du PIB en 2021. On l'a appelée la COP africaine car elle a eu lieu en Égypte. Cette année, la conférence des parties était attendue par les économies africaines, toujours enclins au même questionnement primordial: comment allier préservation de l'environnement et développement d'un pays. L'Afrique, qui émet le moins de gaz à effet de serre au monde, est l'un des continents les plus impactés par le changement climatique. Chaque année, son PIB est amputé à cause des dégâts liés au réchauffement climatique, et ce à hauteur de 5 à 15%. Entre 2016 et 2019, les pays africains dans leur ensemble ont capté 18,3 milliards de dollars de financement climatique, une somme qui ne couvre pas l'ensemble des pertes, créant ainsi un déficit de financement qui atteindrait 127,2 milliards de dollars entre 2020 et 2030, selon la Banque africaine de développement. En guise de solution, on prône d'une part la croissance verte, autrement dit une industrialisation douce, faible en émissions de gaz à effet de serre, mais, et ce qui semble davantage plaire aux économies africaines, c'est la finance verte, gagner de l'argent grâce à ses efforts en matière de sauvegarde de l'environnement, à l'instar des crédits carbone vantés par Lee White, ministre des Eaux et Forêts gabonais. Depuis début octobre, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a officiellement certifié plus de 187 millions de tonnes de crédits, qui représentent les tonnes de CO2 captées par la forêt gabonaise entre 2000 et 2009. Selon le ministre, vendu entre 20 et 30 $ la tonne, le pays pourrait gagner plus de 5 milliards de dollars, un gain sur lequel se repose toute une partie des projets du gouvernement.
Retour sur ce plateau après ce petit magazine pour illustrer un peu le débat, ce débat consacré effectivement à ce qui s'est passé économiquement au niveau du continent et plus particulièrement au niveau du Gabon, hein, sur le plan économique. Peut-être une petite appréciation de ce qui a été dit ou de ce que vous avez vu, hein, à travers ce petit magazine. Jean Gaspard? Écoutez, je pense que c'est une excellente synthèse en réalité de ce qui peut s'être passé au cours de l'année. Et c'est un travail de journaliste, donc de constatation de ce qui s'est produit. Il y a une chose qui est notable là-dedans, parce qu'il s'agit au fond de faire le bilan économique du pays. Voyez-vous, le seul représentant du gouvernement que vous voyez, c'est le ministre de l'Environnement. C'est-à-dire qu'au fond, on ne vous parle pas des actions du ministre de l'Agriculture, on ne parle pas des actions du ministre de l'Économie, on ne parle pas des actions du ministre du Pétrole ou du ministre de l'Industrie. Pourquoi? Parce que le sentiment qu'on a, c'est que nous subissons l'économie. Parce que si ces différents départements avaient pris des décisions fortes et impactantes pour l'économie, sans aucun doute que votre rédaction ne l'aurait pas oublié, voyez-vous. Mais cette seule absence montre bien le comportement de... Est-ce que c'est pas parce que c'est une responsabilité collégiale? Est-ce que c'est pas en termes de démarche? C'est le gouvernement, c'est pas des ministres individuellement? Non, c'est-à-dire qu'au fond, au-delà même du ministre individuellement, c'est-à-dire que ce sur quoi le gouvernement s'est révélé peut-être au plan économique, c'est de promettre aux Gabonais que les crédits carbone vont rapporter de l'argent au Gabon, ce qui d'abord est une aberration la plus complète, c'est totalement faux. Hein, si vous voulez, on pourra en parler, mais il n'y aura pas un centime ou un franc CFA qui rentrera dans les caisses de l'État gabonais un jour parce qu'on a vendu du carbone. Dire ça aux Gabonais, ce n'est pas leur dire la vérité, voyez-vous. Mais au-delà de cette problématique, quand un pays subit des chocs comme on en a subi, on attend de l'État, parce que c'est l'État qui, en fait, pilote un peu l'économie. Mais le prix du carbone, ce n'est pas une spécificité gabonaise. Non, mais quand on en parle, voyez-vous, ceux qui en parlent n'en parlent pas dans les mêmes termes. Okay. La spécificité gabonaise, c'est de faire miroiter aux Gabonais que le nouveau pétrole, c'est le pétrole vert. Et j'ai dit aux Gabonais, ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on aille dans l'exemple de détail simple, si vous avez des crédits carbone, quand je vous les achète à vous, je ne vous donne pas d'argent. Je vous dis, écoutez, comme vous avez des crédits carbone, contre vos crédits carbone, je vais venir arroser votre pelouse. Ou je vais venir accompagner vos enfants à l'école. C'est-à-dire qu'au fond, les crédits carbone et gabonais... ça va coûter tant, mais je ne vous donne pas de l'argent. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, je viendrai financer des projets chez vous, mais ces projets-là, c'est moi-même qui vais les choisir en fonction de mes propres besoins. Au fond, je vais vous déposséder de votre économie. Ils ne choisiront pas de construire des écoles parce que les écoles, ça ne les intéresse pas. Mais par contre, ils pourront choisir de garder nos éléphants. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, au fond, voilà pourquoi je dis, c'est hors... Au moment où les Gabonais attendaient, ou étaient en droit d'attendre, du gouvernement, qu'ils prennent des décisions sur leur pouvoir d'achat, qu'ils prennent des décisions donc sur leur rémunération, sur les services publics, sur les infrastructures publiques. Voyez-vous, la seule chose qu'on note, c'est que ça a été tellement absent que c'est le crédit carbone qui devient, entre guillemets, je m'exprime ainsi, ce que l'opinion retient de l'année 2022 au Gabon. Voyez-vous. Parce que tout simplement, moi je le dis, on a une économie qui n'est pas pilotée. Vous parlez tout à l'heure, et je suis d'accord pour dire que comment on absorbe un choc. Mais vous savez, il ne faut pas seulement subir une économie. Parfois, face à un choc exogène, ça peut être un choc positif. Comment on saisit les opportunités. Le commerce international est un commerce à somme nulle. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous importez, c'est que l'autre exporte chez vous. Et quand vous exportez, l'autre importe chez vous. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être de bons acteurs du commerce international? Je ne le sais pas. Nous produisons du manganèse au Gabon. Nous sommes bon an, mal an, premier ou deuxième producteur. Quel est notre poids sur le marché mondial du manganèse? Bien, peut-être qu'on va y arriver pour voir un peu, quand on verra les perspectives avec ce que nous rapporte un peu le manganèse. Alors, c'est des observations par rapport à ce document. Oui. Monsieur Willy, vous l'avez regardé aussi. Vous avez noté quelque chose qui a dû attirer particulièrement votre attention? Écoutez, j'ai noté que vous avez parlé du PAT, le plan d'accélération de la transformation. Mais je rappelle qu'avant le PAT, on avait le PSGE, pour lequel on ne nous a jamais fait de bilan et on n'a vu aucun résultat concret et pratique.
on l'a abandonné pour prendre ce qu'on appelle le PRE, le plan de relance économique, qui lui aussi a été un échec total. Et aujourd'hui, on va vers le PAT. Donc voilà 3 plans qui ont été mis en place par le gouvernement et qui n'ont pas donné des fruits, parce que vous aurez parlé de ces fruits dans votre reportage. Je veux rappeler simplement une chose simple, c'est que l'économie gabonaise est une économie sous perfusion. L'économie gabonaise est malade. L'économie gabonaise vient de subir, est rentrée sous programme avec le FMI 2017-2020. En sortant de là, le Gabon a signé un deuxième programme 2021-2024. Donc notre pays est sous perfusion des injections de liquidités du FMI. Et c'est un scandale parce qu'aujourd'hui, le baril de pétrole est à $100. Et notre pays continue à, on va dire, faire la manche auprès des bailleurs de fonds internationaux. Alors qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation sur le marché du baril de pétrole, le Gabon devait être un pays à capacité de financement et pas un pays à besoin de financement. Bien, c'est des observations que vous avez pu faire en regardant ce document. On va rentrer dans le vif du sujet. Nous y sommes déjà, puisque pour commencer à voir un peu élément par élément, disons, on va parler inflation, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui tourne autour de l'économie, mais tout ce qui a été affecté ou infecté, on peut même dire comme ça, par ce choc à l'international. Alors, on va commencer dans l'année 2022. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne ou d'une mauvaise croissance face à ce choc? Le tableau de l'économie gabonaise au niveau de la croissance. Le monde fait face à 2 risques majeurs. Le ralentissement de l'économie, parce qu'il faut rappeler que le taux de croissance, il était de 6% en 2021 et il est passé à 3,2% en 2022. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, le taux de croissance a été divisé par 2. Donc le monde fait face aujourd'hui à un mouvement de ralentissement économique. Mais paradoxalement, des pays producteurs comme le Gabon, qui était un taux de croissance à 1% en 2021, est passé aujourd'hui, en 2022, à un taux de croissance de 3,5%. Du fait de l'augmentation du prix du baril de pétrole, parce que je le rappelle, l'économie gabonaise est dominée à 60% par le secteur pétrolier. Donc lorsque les prix des matières premières, notamment du pétrole, augmentent sur les marchés, cela crée énormément de plus-value. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement en 2022 a produit une loi de finances rectificative où elle augmentait le budget de plus de 300 milliards de francs CFA. Donc la question dont se posait Jean-Gaspard tout à l'heure, et on pourra revenir, qu'a-t-on fait de la plus-value pétrolière encaissée par notre pays? Alors moi, je vais peut-être reposer la même question à Jean-Gaspard. En fait, comment disons, faire l'adéquation entre les chiffres de croissance et disons, le bien-être, l'impact au niveau du bien-être, de la vie, par exemple, d'un citoyen. On nous donne un chiffre, la croissance est à temps. Comment est-ce qu'on le ressent dans les plats du consommateur ou du citoyen gabonais? Je pense que... Comment on mesure ça? On va essayer de revenir à des choses relativement simples, justement, pour apprécier cela. Le produit intérieur brut, donc, qui donne la croissance, qu'on appelle croissance, c'est la richesse que le pays produit en une année. Bien. Et cette richesse, si vous voulez, on peut dire, elle est répartie entre 3 acteurs essentiels. Les ménages, donc les citoyens, comme vous dites, l'État, à travers les dépenses de l'administration ou ses investissements, et puis les investisseurs privés et les ressources qu'ils en tirent. La question qu'il faut se poser, c'est comment est distribuée cette croissance ou ce produit intérieur brut entre les 3 acteurs. Je prends l'année 2021, mais en 2022, ça ne sera pas différent. On apprécie ce que prend l'État à travers les prélèvements fiscaux. C'est-à-dire, au fond, quelle est la pression fiscale dans le pays. 2021, 10%. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que 1/10 de la production de richesse dans le pays qui est récupérée par l'État sous forme de fiscalité. Je prends un cas d'un pays qui me vient à l'esprit, c'est la France, c'est 47%. Ça veut dire que l'État ne tire pas assez de ressources de la richesse produite dans le pays. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que depuis une dizaine d'années, on a créé des régimes spécifiques aux entreprises qui font que, en fait, peu d'entreprises payent des impôts.
Mais si l'État n'a pas assez de ressources fiscales, qu'est-ce qui se produit? L'État n'a plus assez de moyens pour fonctionner. Il fonctionne à bas coût, il investit peu et il s'endette beaucoup. C'est-à-dire que l'une des raisons de l'endettement du Gabon aujourd'hui, c'est que puisque la plupart des acteurs économiques qui sont rentrés dans l'économie gabonaise depuis 10 ans ont des exonérations fiscales pour quasiment tout. Donc l'économie ne rapporte plus à l'État, l'État s'endette. Première chose. Deuxième chose, vous prenez les ménages. Est-ce que ça s'est accentué en 2000? Ah bah oui, moi je vous dis, vous avez les chiffres, je vous dis en 2021 c'est 10%. 2022, on n'a pas les chiffres, mais quand les chiffres sortiront, je pense qu'on va tourner autour de la même chose. Je pense qu'on était autour de 18-19% il y a 10 ans. Donc au fond, par rapport à la capacité que l'État pouvait prendre dans l'économie, les recettes fiscales de l'État ont peut-être diminué quasiment de moitié. Les ménages. Mais les ressources des ménages, c'est principalement les salaires. Vous dites qu'il y a croissance, oui, mais demandez, est-ce que les salaires ont bougé? Non. Donc il est clair que le citoyen lambda à qui vous avez parlé de croissance, il va dire, écoutez, moi je vois votre croissance dans les chiffres, mais dans ma feuille de paye, je ne vois pas de croissance. Et comme parallèlement, il y a une inflation, je vois plutôt que ma marmite, pour dire les choses trivialement, ou bien mon réfrigérateur, est en train de perdre plutôt en pouvoir d'achat. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir un paradoxe entre le fait qu'on vous clame une croissance économique que je ne conteste pas en tant que telle, et le fait que les deux principaux acteurs vis-à-vis desquels on aurait pu apprécier la croissance, ne la prennent pas. C'est-à-dire l'État, on voit aujourd'hui, regardez vous-même l'état des infrastructures de ce pays, c'est parce que le budget de l'État ne les finance pas. Regardez le niveau d'endettement, ça veut dire que l'État n'a plus les moyens de fonctionner, il s'endette. Et parallèlement, les ménages n'ont pas un pouvoir d'achat qui suit ni la croissance économique, ni l'inflation, et au fond, ils doutent de ce qu'ils entendent en parlant de croissance. Parce qu'au fond, on va dire ça comme ça, les seuls qui vivent la croissance du Gabon, ce sont les investisseurs. Et comme ces investisseurs sont des investisseurs internationaux, eux, peut-être, à mon avis, ils ont la belle vie. Et puis, il y a un quatrième acteur qui vient capter la richesse d'un pays et qui n'est pas visible, en fait, qui s'appelle la corruption. Et qu'à un moment donné, la corruption dans un pays fait que vous avez ce phénomène où il y a une part des richesses fabriquées dans le pays dont on n'arrive pas à s'expliquer où elles vont. Ce n'est que cela qui fait que je suis d'accord avec vous pour dire que la croissance qui est affichée, qui est déclarée, et que je ne conteste pas, a du mal à se retrouver auprès d'un certain nombre d'acteurs pour les raisons que je vous ai évoquées. Alors, sur cette question, monsieur Léontia, est-ce qu'on peut pas imaginer, c'est des questions que je pose, on ne peut pas imaginer, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le fait, par exemple, de subventionner certains services ou certaines activités, ou comme il a dit, peut-être d'aider certaines entreprises à faire un certain nombre de choses, est-ce que la croissance ne peut pas passer par là? Les subventions, on ne peut pas avoir une économie de subvention, l'État ne peut pas tout subventionner, ce n'est pas possible. Donc ça, et c'est contradictoire. L'État a des investissements, d'accord, des investissements. Et elle fait des investissements dans le domaine social. C'est sa fonction régalienne. Mais je veux revenir, moi, sur la croissance dont vous parliez tout à l'heure. Le taux de croissance en 2022, il est de 3,7% en prévision. 3,7% de taux de croissance du PIB, produit intérieur brut. Parallèlement, le taux d'inflation estimé par la Direction générale de l'économie, le FMI et les autres, pour l'année 2022 est de 3,5%. Donc quand vous faites 3,7% moins 3,5% d'inflation, la croissance réelle est de 0,2%. Donc l'économie gabonaise, en réalité, en réel, ne croît pas. L'économie gabonaise stagne. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas de création d'emplois, parce qu'on est dans un système de... Est-ce qu'une autre question, en rapport avec ce que disait Jean-Gaspard il y a un instant, est-ce que chaque fois que le chiffre va bouger, par exemple, pour la croissance, si le chiffre bouge, les salaires bougent automatiquement? Il y a un effet d'entraînement. Non, il y a un effet d'entraînement. Déjà, quand l'inflation bouge, comme on disait, il y a un système d'indexation dans les pays, on va dire,
normaux. Lorsque l'inflation augmente, il y a un certain nombre d'indicateurs comme, on va dire, le salaire minimum qui doit progresser au minimum au niveau de l'inflation. Nous, au Gabon, on n'a jamais de progression, ni des salaires minimaux par rapport à l'inflation. Et il y a à peu près 30% d'augmentation sur les 10 dernières années. On a à peu près 30% d'augmentation des prix. Mais les salaires n'ont pas suivi la même ligne. Donc, sur la dizaine d'années, la décennie passée, les salariés se sont appauvris. D'accord? Mais ce que je dis est mathématique et statistique. D'accord? La croissance chez nous, elle atone. C'est une croissance molle qui ne permet pas de créer de l'emploi supplémentaire. C'est pour ça que le taux de chômage augmente et voire il stagne. On n'arrive pas à résolver la problématique de l'emploi à cause d'une faiblesse du niveau de la croissance du produit intérieur brut. Je termine en disant que selon les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement, le taux de croissance dans un pays en développement, il doit être à minima de 7% sur une décennie pour que la pauvreté puisse augmenter. En moyenne, le taux de croissance au Gabon tourne entre 1 et 2%. Donc vous voyez qu'on est très 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 faible. On est en dessous de l'objectif fixé par les Nations Unies. Le corollaire est simple. Pauvreté augmente au Gabon parce qu'il n'y a pas une politique. Bon, c'est entendu, je pense c'est entendu, mais c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire, et ça nous permettra peut-être à la lisière, à la fin de cette émission, de voir la partie comment maintenant booster cette croissance qui est à des chiffres excessivement très bas. Voici côté croissance, mais côté emploi également. En 2022, ça doit être la conséquence peut-être au niveau du Covid, puisque déjà les entreprises avaient subi en 2019, en 2021, jusqu'à nos jours. Quel est véritablement le niveau de l'employabilité au niveau du Gabon? Au seuil, vraiment, si on fait des calculs, on regarde le tableau vraiment en fin d'année 2022. C'est quelque chose qui est assez complexe à évaluer, hein. Je le dis clairement, parce qu'au fond, si vous prenez ce qu'on appelle publiquement le secteur moderne, c'est-à-dire l'administration et les entreprises du secteur formel, c'est à peu près 200 000 emplois, 100 000 chacun, plus ou moins. Alors, si vous parlez de formel, ça veut dire que ça n'a pas, disons, le secteur emploi n'a pas beaucoup souffert. Est-ce qu'on peut dire comme ça? En fait, il n'a pas beaucoup bougé. Parce que là, on prend les emplois déclarés à la CNSS. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a rendu une petite étude il n'y a pas longtemps qui parlait à peu près de 17 000 emplois qui ont été détruits au cours des 4-5 dernières années. Mais surtout, c'est de dire, en âge de travailler, voyez-vous, c'est-à-dire, en gros, entre 20 et 60 ans, on a à peu près 1 million de personnes au Gabon qui sont dans cette tranche-là. Mais il n'y en a que 200 000, à peu près, qui ont une feuille de paye. Donc, il y a 800 000 personnes au Gabon, en âge de travailler, dont on n'est pas capable de dire... C'est costaud. Si, oui, mais pourquoi? Parce que, tout simplement, la commerçante du marché, le chauffeur de taxi, ne sont pas dans les 200 000 personnes. Parce que les 200 000 personnes dont on vous parle, ce sont celles qui sont déclarées à la CNSS, ou bien celles qui émargent à la fonction publique ou dans la fonction publique. Or, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, le secteur informel, parce que l'État n'arrive pas à en avoir une bonne maîtrise ou un bon contrôle, dont on ne sait pas comment il se comporte, comment il a évolué. Or, lors de la crise Covid, c'est ce secteur-là qui a été touché. C'est-à-dire, au fond, ces femmes et ces hommes qui se lèvent le matin pour aller gagner leur vie, qui n'ont pas de feuille de paye, qui sont commerçants, qui sont tenanciers de restaurants, qui sont coiffeurs, etc. On ne sait pas mesurer aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur. Combien d'emplois ont été détruits, combien de restaurants, de petits bars, de transporteurs ont fermé boutique. Voyez-vous, moi, j'aurais apprécié que la Direction générale de l'économie fasse une étude dessus pour dire, après la crise du Covid, voilà quelles sont les mutations qu'on a dans le secteur. On n'a pas ce recul-là. On peut juste constater, comme tout le monde, combien l'extrême pauvreté s'est accrue dans le pays. Alors, la question que je voulais poser, surtout au niveau de l'emploi, est-ce qu'il y a eu quand même une petite évolution au lendemain du Covid? Est-ce que les entreprises, est-ce que le marché a récupéré quand même quelque chose?
En ce qui concerne le marché de l'emploi, c'est à peu près 115 000 personnes dans la fonction publique, varie 110 000 et un peu 104 000. Donc, on est autour de 200 000 personnes qui sont dans le secteur, 220 000 personnes qui sont dans le secteur formel. Le reste se débrouillent, sont des chômeurs ou se débrouillent dans le secteur informel. Ça, c'est la réalité de notre économie en termes de chiffres. Pendant la période de la Covid, il y a une étude du PNUD, en collaboration avec le ministère de l'économie et le ministère du travail, qui a fait état d'un niveau de perte d'emploi important, notamment dans le secteur de l'informel. Il semblerait qu'à peu près 120 000 personnes ont été impactées par la crise de la Covid, ont perdu leur activité. Est-ce qu'il s'agit de l'activité dans le secteur formel ou dans le secteur informel? Mais le secteur informel a été l'un des plus touchés, parce qu'il faut savoir que le secteur informel au Gabon est le premier employeur. Ce qui est quand même un paradoxe pour un pays qui se veut émergent à l'horizon 2025. Donc, c'est officiel, l'économie gabonaise est une économie informelle dans sa grande majorité. Pour ce qui concerne l'économie formelle, c'est les multinationales qui contrôlent. Et l'État a une faible maîtrise sur ce qui se passe dans ce secteur-là. Parce que de nombreuses entreprises multinationales sont payées offshore. Donc l'État gabonais n'a pas beaucoup de contrôle. Et il y a des contrats qui leur donnent des avantages fiscaux qui nous font perdre des recettes fiscales. D'accord? Et c'est une des choses que le FMI reproche à l'État gabonais. C'est de faire beaucoup d'exonérations fiscales à un certain nombre d'entreprises. Bien, je rappelle que nous passions là, nous sommes en train de passer quand même au crible, au scanner, un peu tous les éléments qui sont constitutifs un peu de l'état actuel quand même un peu de l'économie gabonaise, surtout pratiquement à la fin de l'année 2022, avant d'amorcer l'année 2023. On a parlé croissance, on a parlé emploi, on va parler inflation et prix. Ça a été difficile aussi pour les ménages au Gabon pendant cette période. On a vu, il y avait une pénurie d'huile Cuisinor, par exemple, les prix qui avaient augmenté. Et puis, il y a eu le pain aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Le pain, faute de farine venant de Russie ou de l'Ukraine. Alors, est-ce que tout cela, pour voir en termes d'évolution, est-ce que ça a été amorti avec un peu plus de, disons, de maestria par les autorités qui sont responsables quand même, qui sont chargées de gérer quand même le pays. Parce qu'on a vu quelques mesures qui avaient été prises quand même, par exemple concernant la farine, concernant Cuisinor. Vous, avec votre expertise un peu, quelle lecture faites-vous quand même de cette situation-là? Écoutez, il y a les situations ponctuelles que vous indiquez, ou du moins précises que vous indiquez, et puis il y a la situation d'inflation générale. Mais on va d'abord peut-être traiter ces deux questions pour dire mon appréciation à moi, qui sont très différentes. Cuisinor, c'est de l'huile qui est fabriquée au Gabon par une entreprise gabonaise qui exporte cette huile. Lorsqu'il y a la crise ukrainienne, en réalité, comme pour le blé, il y a une montée des prix au niveau international des huiles. Huile d'arachide, huile de palme, etc. Parce que je pense que c'est l'huile de colza qui est fabriquée en Ukraine qui devient rare. L'entreprise qui fabrique cette huile au Gabon décide de privilégier, parce que les prix internationaux sont élevés, les exportations d'huile au détriment du marché national. Voyez-vous, quand je disais que l'économie, ce sont des décisions, en réalité, le gouvernement aurait dû très rapidement dire à cette entreprise que vous devez avoir un quota de production qui est distribué sur le marché national avant de commencer à exporter le premier litre. Est-ce que ce n'est pas le dictat du marché international? Non, parce qu'en réalité, cette entreprise au Gabon bénéficie d'avantages fiscaux exorbitants du droit commun pour qu'elle puisse répondre aux besoins de l'économie nationale. Quand on vous donne des avantages fiscaux, il y a des contreparties. Or là, le gouvernement n'a pas été capable de dire à cette entreprise, écoutez, le marché local ne peut pas être sevré parce que vous voulez répondre à une demande internationale. Ce qui a été le cas. Je pense qu'ils se sont calmés assez rapidement parce qu'on était à l'antichambre de la révolte. Et après, l'huile est revenue. L'huile semble être revenue. Donc, ça, c'est le problème d'une production nationale. Après, il y a la question du pain, où effectivement, le prix du blé
a augmenté sur le marché international. Le blé n'était pas suffisamment subventionné au niveau national. Les boulangers ont voulu augmenter le prix du pain lorsque parfois même il n'y avait plus de pain. Et il semblerait qu'un accord ait été trouvé. Moi, c'est mon point de vue. On est dans un pays aujourd'hui où la baguette de pain, qui est résultante du blé qui est importé, coûte plus cher que la banane, que le manioc, que l'igname, et devient, avec le riz, l'aliment de base de notre consommation, qui n'appartient pas du tout à notre culture de consommation, mais qui, pour nos enfants, va devenir leur culture de consommation. Donc nous sommes en train d'être pris au piège par la subvention de produits que nous ne risquons pas d'ici demain de produire nous-mêmes. Je parle surtout du blé. Le riz encore, on pourrait produire du riz si on faisait quelques efforts, mais le blé, non. Alors, est-ce qu'il fallait subventionner le prix du pain? Moi, personnellement, je m'interroge. S'il ne tenait qu'à moi, au plan macroéconomique, j'aurais laissé filer le prix de la baguette de pain, ce qui aurait contraint les Gabonais à revisiter leurs habitudes de consommation et peut-être à... Mais dans le Dieu, ça provoque des émeutes. Oui, mais vous savez, ça provoque des émeutes. C'est souvent la goutte d'eau. C'est souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce n'est pas la cause profonde de l'émeute. Quand émeute il y a, le problème qui va être la cause profonde de l'émeute. Et là, je prends dans le cadre général de l'inflation. C'est-à-dire qu'on ne jugule pas l'inflation par le blocage des prix. Depuis trop longtemps dans ce pays, on essaie de bloquer les prix. Mais comme je le disais au début de notre émission, quand le blé arrive au port d'Ovendo, à Libreville, ben, il a déjà son prix. Et ce n'est pas le Gabon qui fixe ce prix. Donc vouloir juguler l'inflation à un point où on a aujourd'hui annulé toutes les taxes possibles sur ces produits, ça ne suffit plus parce que le prix à l'extérieur ne fait qu'augmenter. Maintenant, on subventionne. À la fin, on va payer au Gabon, à 125 francs, une baguette de pain qui coûte 3000. Parce que le prix du blé ne cessera d'augmenter sur le marché international. C'est une logique économique qui est claire, que l'inflation, elle se fera toujours. Il faut que dans ce pays, on ait un débat en rapport avec l'inflation sur le coût de la vie, sur le pouvoir d'achat des ménages et sur les revenus des ménages. Qu'on ne se limite pas à dire il y a inflation, on bloque les prix. Je prends souvent un exemple trivial. Un jour dans ma vie, j'ai perdu mon emploi. Je n'ai pas demandé à mon épouse et à mes enfants de revoir à la baisse notre niveau de vie. J'ai cherché un autre travail. Quand, à un moment donné, les prix augmentent, parce qu'on n'a pas le choix, ça vient de l'extérieur, il faut qu'on organise dans la société un équilibre entre un léger accroissement des revenus et un léger contrôle des prix. Mais s'arc-bouter sur le contrôle des prix, je trouve très courageux et très louable ce qu'essaient de faire nos amis de la Direction générale de la concurrence, mais c'est vain. C'est vain. La preuve, regardez dans l'économie gabonaise, les produits sur lesquels un contrôle des prix n'est pas possible, c'est-à-dire les produits locaux. Vous et moi appartenons à des générations, à la même génération. Regardez comment le prix du manioc, lui, la direction de la consommation ne joue pas sur le prix du manioc, sur le prix de la banane, sur le prix de l'igname. Mais c'est les prix aussi qui augmentent. Voilà, justement. Le manioc, ça augmente aussi. Parce que justement, ces produits fabriqués au Gabon, eux, ils suivent une logique de marché. Et comme l'État n'a pas les moyens de jouer dessus, ben, le bâton de manioc qu'on a peut-être acheté parfois quand on était gamin à 100 francs, il est à 300 francs aujourd'hui. Et les salaires n'ont pas suivi. Donc du coup, on peut moins manger le manioc, on va vers le pain. Non, il faudrait que on ait, c'est mon avis, un vrai débat dans notre pays sur la question des revenus, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des prix. Yeah. Parce que le seul jeu sur les prix, en réalité, participe même à ce que Willy indiquait tout à l'heure, au caractère atone de notre économie. Parce qu'au fond, les ménages qui sont des consommateurs, dès lors que leur pouvoir d'achat baisse tous les ans, ils consomment moins. Donc l'économie gabonaise elle-même, la consommation n'est plus un élément qui peut booster notre économie et créer de la croissance puisque le pouvoir d'achat des ménages baisse. On doit avoir une vraie discussion dessus et se dire les choix de facilité qu'on fait en disant pour éviter la révolte du pain, je vais subventionner le pain, à moyen long terme, ont un coût
Voilà, c'est là votre lecture. Ça, c'est ma lecture de ces faits et de la notion de l'inflation. Oui. Monsieur Ntia, vous pensez la même chose? Vous pensez effectivement que il y a des mauvaises notes quand même à attribuer à l'économie gabonaise à ce niveau-là? L'inflation n'est pas suffisamment maîtrisée. On souffre toujours de l'augmentation des prix, sans stabiliser, peut-être sans qu'il y ait un suivi au niveau des salaires. Mais on ne va pas aussi systématiquement chaque fois augmenter les salaires. On a augmenté, je pense, 1 ou 2 fois. En matière d'inflation, comme pour le reste, le gouvernement n'anticipe rien, le gouvernement subit tout et prend des mesures, on va dire à la va-vite, pour essayer de juguler les situations. Si on avait un système de stock de précaution au Gabon, ça peut nous permettre de gérer les situations de crise. Et ça, c'est de l'anticipation. Donc ce gouvernement n'anticipe absolument rien. Ils vivent et ils prennent leurs décisions au jour le jour. Et un pays ne peut pas se développer de manière rationnelle avec une telle gouvernance. Je le rappelle, notre pays consomme 84% de ce qui est consommé dans notre pays est importé. Donc nous devons diminuer ce taux pour passer au minimum à 50%. Et cela demande à ce qu'on puisse développer des chaînes de valeur, des chaînes de production dans le secteur agricole, mais aussi pour les biens de consommation courante. Donc notre pays aujourd'hui importe plus de 200 à 300 milliards de biens alimentaires. Il y a certains biens que nous pouvons produire nous-mêmes. Ça doit être la priorité des priorités pour le gouvernement. Mais le gouvernement ne le fait pas. Et c'est normal que les Gabonais ont l'impression que ce gouvernement fait en permanence dans l'improvisation. Et c'est gênant pour notre avenir et l'avenir de notre pays parce que, je le rappelle, nous sommes dans un monde mondialisé, c'est-à-dire nous sommes en compétition avec le reste du monde. Donc il est temps que le gouvernement mette en place un modèle économique rationnel qui soit compris par tout le monde et accepté par tout le monde et déploie sa stratégie de développement économique. Pour le moment, on ne voit rien. Et c'est une question qui est assez grave pour un pays comme le nôtre qui va atteindre l'émergence en 2025. Donc cette problématique de l'inflation, elle est particulièrement grave parce qu'elle joue sur la pauvreté des populations. Et vous pensez que l'inflation, ça peut monter jusqu'à quel niveau? Non, la structure inflationniste qu'on a aujourd'hui, elle est au moins jusqu'en 2024. Le niveau d'inflation est prévu, il sera élevé. Il était de 1%. Un peu plus d'1% en 2021. En 2022, nous sommes passés à 3,5%. Et en 2024, notre inflation devrait se situer autour de 3,4%. Donc en réalité, jusqu'en 2024, les prix devraient rester à un niveau très élevé. C'est dû aussi à l'environnement international. Bien. Mais je veux le rappeler, parce que les Gabonais ont le sentiment que les statistiques publiées par la Direction générale de l'économie et le ministère de l'économie ne sont pas en phase avec les réalités du terrain. 3% d'augmentation des prix au Gabon, c'est une hérésie. Non, permettez-moi de compléter, parce que ça me semble être un point important. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mes propos, parce que ça, c'est une question stratégique. Nous ne pouvons pas développer une économie, ni mettre en place des stratégies si les statistiques ne sont pas sincères. Vous comprenez? La sincérité dans ce qu'on publie. Parce qu'il ne faut pas publier des choses pour, on va dire, biaiser l'économie et, on va dire, contenir la colère sociale, entre guillemets. Le taux d'inflation en Europe aujourd'hui, le taux de 8%. Et l'Europe est l'un de nos principaux producteurs de pétrole. Nos principaux fournisseurs de biens. L'Europe. En Asie, l'inflation est entre 2 et 2% en Chine et 6% en moyenne dans les autres pays. Et c'est également un de nos deuxièmes fournisseurs. Les prix du commerce maritime, du transport maritime ont doublé pendant la période de la Covid. Donc les prix ont augmenté en moyenne de 3 à 6% dans les pays qui nous fournissent. Et en même temps, le prix du transport a augmenté de 50%. D'accord? Et on vient nous dire qu'au Gabon, où on vend ces produits, les prix n'auraient augmenté que de 3%. C'est une aberration pour les personnes qui maîtrisent. Donc j'appelle le gouvernement, et de manière très solennelle, à faire la publication des statistiques réelles de l'économie, aussi bien en matière d'inflation, de croissance
mais également de chômage. Bien, j'espère que vous aurez entendu et effectivement, certainement, on aura l'occasion, peut-être dans le cadre de notre émission, de recevoir un peu ceux qui sont les patrons des chiffres et des statistiques sur ce plateau pour que nous ayons leur avis, leur opinion et peut-être à la méthode qui est utilisée pour fixer ou déterminer les chiffres pour que ça soit des chiffres, comme dit monsieur cohérent, des chiffres cohérent avec cohérents, sincères, et des chiffres, peut-être comme vous dites aussi, peut-être des chiffres sérieux. Mais on va marquer une petite pause pour une transition publicitaire. On revient juste après.